La deuxième dimension de notre sujet, c'est-à-dire de ce système international qui se rénove à partir de 1945, c'est l'entrée dans la bipolarité. Alors, ça, c'est une drôle d'histoire sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Et si j'en parle tant, c'est pour vous montrer qu'elle nous révèle en creux tout un tas d'étrangetés du système international. Vous savez que l'image d'Épinal est de dire que la conférence de Yalta, avec cette célèbre photo où on voit le président Roosevelt au milieu, déjà très affaibli par la maladie, Churchill, qui va bientôt quitter le pouvoir, défait par les élections, et Staline, bon pied, bon oeil, merci pour lui. Cette conférence de Yalta était le point de départ de la bipolarité et du partage du monde. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Yalta, février 1945, la Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée, mais la pente est bien celle d'une victoire des Alliés. Yalta était pour penser l'ordre post-guerre. Oui, c'est vrai. Mais de quoi a-t-on parlé? De dénazification, ce n'est pas spécialement indicatif d'un partage entre l'Est et l'Ouest, de démilitarisation de l'Allemagne, de quadripartisme, puisque là aussi, en poussant beaucoup, la France a pu entrer et s'installer sous le siège des trois que vous voyez présents, de quadripartisme pour gérer l'Allemagne vaincue et l'ensemble des puissances vaincues, et sur l'idée dont vous comprenez en regardant cette photo qu'elle était extrêmement fictive, d'élections libres qui pourraient ainsi se faire partout où l'ordre vaincu faisait table rase des institutions politiques. Il suffit de suivre le regard de l'oncle Joe pour comprendre que les élections libres, ben oui, je peux toujours dire que je m'y emploierai. Hein. La photo est très révélatrice de ce point de vue. Et c'est justement parce que ces accords, entre guillemets, de Yalta, cette déclaration de Yalta, dite déclaration sur l'Europe libérée, n'a pas abouti, que la conférence qui a suivi en août 1945 à Potsdam, avec symboliquement un nouveau président des États-Unis, Harry Truman, et un nouveau Premier ministre britannique, M. Clement Attlee, que Staline accueille fort peu aimablement en lui renversant une chaise sur le tibia. Ce n'est pas une image, mais c'est une réalité. Eh bien, celle-ci ayant échoué, on va peu à peu voir se constituer un système bipolaire. Mais on n'y était pas encore non plus. Comment ce système bipolaire s'est construit? Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il y a derrière cette fameuse bipolarité des circonstances historiques tout à fait étonnantes. Quels sont ces facteurs historiques qui vont peu à peu nous conduire vers la bipolarité? En fait, trois grands facteurs exceptionnels. Premier facteur, c'est l'invention de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, en 1945, n'est détenue que par une puissance. L'URSS ne deviendra vraiment une puissance nucléaire qu'en 1949. Et c'est la raison pour laquelle la bipolarité tarde à se construire, et que ce n'est que par anachronisme qu'on l'a fait dater de 1945. Il faudra attendre 1947 et les années suivantes, c'est-à-dire moment où l'URSS est convaincue qu'elle va accéder au statut de puissance nucléaire, donc qu'elle pourra s'opposer de manière complète et absolue aux États-Unis, que naîtra l'idée de bipolarité. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où se constituent deux puissances nucléaires, les autres puissances, moyennes ou petites, n'ont plus de choix. Pour la première fois dans l'histoire, des États puissants vont se trouver amputés de
la possibilité d'effectuer un véritable choix diplomatique. Face à deux puissances nucléaires, on n'a pas d'autre solution que de réclamer la protection de l'une des deux contre la menace que fait peser l'autre. C'est la seule conduite rationnelle. Deux puissances nucléaires, un ordre nucléaire limité à deux puissances conduit mécaniquement à la bipolarité, c'est-à-dire conduit tous les États à choisir ce qu'on appelait à l'époque son parapluie nucléaire, c'est-à-dire une protection face à la menace de l'autre. Deuxième raison, et là aussi nous sommes en pleine exception. Pour la première fois, mais peut-être pour la seule fois, certainement jusqu'au jour d'aujourd'hui pour la seule fois, le système international va être organisé autour d'une confrontation d'idéologie. C'est la seule fois dans l'histoire. Au XIXe siècle, je vous le disais tout à l'heure, les princes relevaient de sensibilités politiques différentes, mais en gros se réclamaient des mêmes valeurs, au demeurant fort conservatrices. Lorsqu'au contraire, pendant l'entre-deux-guerres sont apparus les totalitarismes, ces totalitarismes étaient fermés sur eux-mêmes et ne cherchaient en aucun cas à structurer l'ordre international. Pour la première fois en 1945, l'ordre international voyait se dessiner deux conceptions idéologiques qui se faisaient face, l'une d'inspiration démocratique et libérale, l'autre d'inspiration marxiste, socialiste, dirigiste. Eh bien, c'est la dynamique de cette concurrence idéologique qui a dessiné cette bipolarité. Aujourd'hui, vous noterez que cette concurrence idéologique n'existe plus et que donc la polarisation idéologique est aujourd'hui des plus incertaines. Exceptionnalité de cette époque qu'on voit clairement s'étendre de 1947 à 1989. Et puis il y a une troisième raison, peut-être plus subtile, mais sur laquelle je voudrais vous entraîner pour vous faire réfléchir. L'Est face à l'Ouest, c'était aussi deux systèmes sociaux. Un système d'économie libérale, un système d'économie dirigée. Avec, des deux côtés, les exclus. Du côté occidental et de cette économie libérale, une classe ouvrière encore très mal intégrée, surtout dans les pays d'Europe du Sud, la France, l'Italie, par exemple, la Grèce. C'est-à-dire toute une partie de la population dans ces sociétés qui regardait amoureusement le camp d'en face, où la classe ouvrière était dite au pouvoir. D'où le succès des partis communistes et de leur proximité à l'époque d'avec le camp d'en face. Tandis que du côté de l'Europe orientale, là c'était une classe moyenne en formation, en gestation, qui de plus en plus éprouvait de l'insatisfaction face à un ordre dirigiste et qui cherchait à en sortir à travers une dissidence qui les rapprochait des sociétés occidentales qui agissaient un peu comme force attractive. Bref, les exclus des deux côtés étaient attirés par le camp opposé. Et cette dialectique est probablement celle qui a donné vie à cette bipolarité. Le jour où la classe ouvrière a été davantage intégrée dans les sociétés libérales occidentales, il est évident que l'attraction du modèle soviétique venait à disparaître. De même que lorsque les dissidents ont peu à peu amolli le système soviétique jusqu'à le faire effondrer, la raison de la concurrence venait à disparaître. Mesdames et messieurs, ça veut dire que la bipolarité a vécu à un moment donné du temps, mais en aucun cas, elle est nécessaire dans l'ordre international. Voilà l'image de la bipolarité. Regardez ces deux personnages et suivez leurs regards. C'est les regards perdus d'une bipolarité en construction. Mais alors, là aussi, ce serait trop simple.
car le système international n'a jamais été parfaitement bipolaire. Il n'a jamais été parfaitement bipolaire parce que ce que je vous annonçais comme fondement de la bipolarité était intenable. Comment voulez-vous que le monde puisse se constituer éternellement autour de l'affrontement de deux idéologies? À partir du moment où naissait au Sud ce que l'on appelait un peu dédaigneusement un tiers-monde, celui-ci ne se retrouvait ni à l'Est ni à l'Ouest, ni dans le système soviétique, ni dans le système américain. Et à l'intérieur même des deux camps, est-ce que le marxisme soviétique et le marxisme chinois pouvaient se confondre dans un seul et même bloc? Le marxisme soviétique, c'est un marxisme léniniste, c'est un marxisme marqué par la doctrine de l'État et de la Révolution et de que faire. Le marxisme chinois est très édulcoré. Mao Tse-tung est un homme qui n'était pas sorti de Chine avant de prendre le pouvoir et avait du marxisme une connaissance lointaine, ou au contraire, les grands principes fondateurs de la vieille morale et de la vieille éthique chinoise l'emportaient, surtout chez un homme qui se sentait plus paysan qu'ouvrier, et donc porté par un marxisme paysan qui ressemblait mal à la facture ouvrière du marxisme qui campait plus à l'ouest. Et donc, on va voir peu à peu ces deux blocs se fissurer pendant qu'un troisième vient se constituer au sud. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu une véritable bipolarité. L'histoire du schisme, de la rupture, plus exactement sino-soviétique, est intéressante. Finalement, ils ne se sont jamais aimés. Lorsque, venant de prendre le pouvoir en Chine, Mao Tse-tung choisit de sortir de Chine pour aller rendre visite à l'oncle Jo, c'était tout plein de bonheur. Qu'en 1950, il allait à Moscou, il est très mal reçu, il est méprisé, mal reçu, mal aimé. Et Staline montre de manière très claire que dans son esprit, il y a un leader, dès le départ du système soviétique. Et peu à peu, Mao prend conscience du fait qu'on ne peut pas importer en Chine le modèle soviétique de développement. Le modèle soviétique de développement, vous le savez, c'est le financement de l'industrialisation par l'agriculture. Ce qui, en Chine, ne peut pas fonctionner. L'agriculture est encore trop faible et trop fragile pour financer l'industrialisation de la Chine. Alors Mao essaye de doubler le modèle soviétique en imposant le fameux grand bond en avant, Great Leap Forward, en 1958, qui va aboutir à une véritable catastrophe, famine, désastre économique. Et ce qui est intéressant, c'est que face à cet échec de se libérer du modèle et de l'imitation du modèle soviétique, Mao va jouer de la fibre nationaliste, comme pour se faire pardonner l'échec du grand bond en avant, il va afficher la particularité, le nationalisme chinois face au nationalisme soviétique. Et c'est ce qui va conduire en 1960 à cette conférence des partis communistes où véritablement la rupture est consommée. La rupture est consommée d'autant plus que si Mao a été déçu par Staline, quelque part, Staline, son autoritarisme, la stabilité de son régime venait le rassurer. La déstalinisation en 1956, l'arrivée progressive au pouvoir de Khrouchtchev ne le rassure pas. Et s'il y avait un Khrouchtchev chinois qui me faisait un mauvais coup et qui remplaçait non pas un Mao mort comme Staline, mais un Mao mis en minorité devant le comité central. Et ceci a peu à peu amené Mao à revitaliser le Parti communiste chinois en le distinguant du Parti communiste de l'Union soviétique. Bel exemple qui montre que finalement
la solidarité polaire est très difficile à maintenir. Et c'est la raison pour laquelle, en 1964, la Chine fait exploser sa première bombe nucléaire. Et vous trouverez la même chose dans le camp occidental. Dans le camp occidental, vous trouverez le général de Gaulle qui va chercher dans un premier temps, c'est très intéressant, dès 1958, il n'est que président du Conseil, dernier président du Conseil de la 4e République, le général de Gaulle va envoyer un mémorandum aux Alliés en demandant la cogestion de l'OTAN, c'est-à-dire la renaissance du concert européen. Eisenhower lui claque la porte au nez, et c'est là que le général de Gaulle comprend qu'il n'y a aucune chance pour la France de maintenir son statut dans une logique d'alliance. Et c'est toute la contradiction de la polarisation. La polarisation apporte la protection, mais elle affaiblit celui qui a le statut de protégé. D'où, effectivement, le choix aussi de l'arme nucléaire par le général de Gaulle et la constitution ainsi de ce petit club de puissance nucléaire dont je vous parlais la semaine dernière. Pendant ce temps-là, le tiers-monde va se développer et va savoir utiliser toutes les armes pour se distinguer du patron soviétique ou du patron américain. La bipolarité, ainsi, n'existe pas à l'état parfait. Retenez deux conclusions de cette deuxième partie. Premièrement, dans l'histoire de l'humanité, le système international n'a été polarisé que 42 ans, 1947-1989. Et deuxièmement, la polarisation parfaite n'existe pas et nulle part. Elle n'est qu'une tendance vers, et c'est la raison pour laquelle notre actuel système international a tant de mal à se penser. À se penser, il ne se pense pas. D'ailleurs, personne ne pense dans notre monde contemporain. Et c'est bien ça le problème.